Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de d'IFPAS Télé pour l'émission La table ronde de l'assurance et de la banque. Le thème aujourd'hui, c'est assurance et climat, un équilibre à reconstruire. C'est un sujet évidemment devenu central. Je suis ravi d'accueillir Pascal Chaplon, qui est le président d'AGEA. Bonjour Pascal, ainsi qu'Édouard Vieillefond, qui est directeur général de la CCR. Nous allons aborder cette thématique tout de suite. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a une augmentation des événements climatiques extrêmes. Et la question qui se pose, c'est évidemment celle de l'assurabilité. Comment l'assurance peut-elle continuer à jouer son rôle de protection? Pour commencer, je vous propose de faire tout d'abord un état des lieux et nous allons voir quand le risque déborde, peut-être un mauvais jeu de mots, état des lieux de la sinistralité. Avant de commencer, permettez-moi de vous montrer quelques images, celles d'agents généraux et de vécus. Nous reprendrons la parole après. Début novembre 2023, on est tombé sous le choc, comme tous les habitants du Pas-de-Calais. On a démarré par des journées de tempête où le vent est monté à plus de 100 km/h et a occasionné des premiers dégâts. Sans ça, ont suivi des inondations très conséquentes. On a eu un mois de pluie, 3 rivières qui ont débordé, ce qui a occasionné un volume important de dossiers sinistres à gérer. On a réorganisé intégralement l'agence pour pouvoir recevoir le passage du public, pour pouvoir gérer les appels entrants, les mails. Ça nous a occasionné une ouverture d'une centaine de sinistres en inondation. Il y a eu le 11 novembre 2019 un séisme de magnitude 5,4. Donc beaucoup de sinistrés, 2800 maisons touchées et puis surtout un événement qui n'était jamais arrivé, donc quelque chose d'assez inconnu pour nous et puis pour tout le monde, les pouvoirs publics, pour les clients. Donc il a fallu contacter rapidement la compagnie pour qu'il m'indique un petit peu comment il fallait procéder. Dès le lendemain matin, le mardi, on ouvrait à 7 h du matin et je crois qu'on a accueilli à peu près 120-130 personnes. Ces images sont extrêmement fortes, vous avez malheureusement l'habitude de les voir. Permettez-moi d'illustrer avec quelques chiffres clés. Une hausse estimée de la sinistralité d'ici 2050, sécheresse plus 215%, inondation plus 87%, tempête plus 46%. Pour le secteur agricole, un rapport sinistre sur prime en hausse de 136% entre 2016 et 2022. Nous avons tous lu le livre blanc d'AGEA et merci de l'avoir produit Pascal. J'ai vu apparaître un chiffre de 10 milliards d'euros. C'est quoi ce chiffre de 10 milliards? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, ce chiffre de 10 milliards, vous savez qu'on aime bien faire des moyennes quand on fait de l'assurance, on aime bien les chiffres et on essaye de quantifier le coût annuel des sinistres qu'on a à travers le dispositif CatNat. La prévision aujourd'hui d'un coût moyen, à terme, serait de l'ordre de 10 milliards par an de sinistres payés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'aggravation aujourd'hui de la sinistralité, à travers le dérèglement climatique, sous toutes ses formes, conduit à un dérapage et une non-maîtrise des événements climatiques. On peut d'ailleurs envoyer un petit message de soutien à nos amis agents généraux qui ont vécu les orages de grêle phénoménaux, avec une fréquence anormale, une taille de grêlon anormale, une densité de grêlon anormale. On est face à ce qui sera la réalité de demain. Et c'est là que notre travail a pris tout son sens. Pourquoi je souhaite que les agents généraux puissent prendre la parole dans ce sujet des événements climatiques. Ceux qui sont sur le terrain. Exactement. Et malheureusement, les images que l'on vient de voir sont flagrantes. Et habituelles, et régulières. Sont malheureusement très régulières. Qui est au contact aujourd'hui de nos concitoyens? Ce sont les agents généraux. Alors justement, vous proposez des solutions concrètes dans le livre blanc, Pascal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, au niveau du livre blanc, on a effectivement travaillé avec les pouvoirs publics, bien sûr. On a travaillé avec Thierry Langreney, puisque le livre blanc est sorti au même moment des travaux de Thierry Langreney. L'idée, c'est quoi? C'est de faire déjà un diagnostic, de connaître le risque, de faire partager cette culture du risque à nos concitoyens, et derrière, d'aller vers la capacité de maintenir une offre d'assurabilité à l'échelle du territoire français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut considérer qu'avec un minimum d'investissement, avec un minimum de prévention, un minimum de précaution, on devrait pouvoir aujourd'hui contenir l'offre assurantielle sur le marché français, avec bien évidemment un maintien d'une cotisation qui sera raisonnable. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les clients ne pourront pas aujourd'hui avoir des cotisations qui seront surprenantes et qui ne pourront plus faire face économiquement. Est-ce que vous pouvez illustrer ça par 2-3 exemples très concrets? Alors, à l'heure actuelle, on a un sujet de territorialité. On aura l'occasion d'en parler après. Aujourd'hui, toutes les compagnies ont identifié
leur propre outil de géolocalisation ou de structuration de la zone assurable, avec leur culture personnelle, avec leur analyse de sinistres personnels. Aujourd'hui, on a besoin d'aller beaucoup plus loin. On a besoin d'avoir une cartographie qui soit à l'échelle du territoire national, que chaque compagnie ne fasse pas sa cuisine dans son coin, ce qui va conduire à quoi? Ce qui va conduire à avoir des zones non assurables sur lesquelles les compagnies vont se désengager. Mon métier aujourd'hui, c'est de ne pas recevoir un client et de lui dire ben non, aujourd'hui, j'ai rien à vous proposer, je n'ai pas d'offre pour votre multirisque habitation. Ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Parce que vous dites à l'instant, ils vont se désengager, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà ça en compagnie? Il y a déjà quelques désengagements de compagnies, alors pour des raisons très particulières, sur des zones très particulières. On a tous en mémoire la vallée de la Roya. La vallée de la Roya, effectivement, c'est une zone qui est très difficile. Vous avez vu les événements qui se sont déroulés en Suisse la semaine dernière. Il est clair que certaines vallées de montagne seront vraisemblablement sous l'observation un peu plus fine. Donc aujourd'hui, oui, on a des volontés de compagnie de dire économiquement, je ne peux pas faire face. Ça veut dire que derrière, il faut qu'on travaille avec elle, mais il faut également qu'on travaille avec Édouard sur la partie réassurance, parce que la partie réassurance est importante. L'assurance sans la réassurance, elle n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a énormément besoin d'avoir un partenariat très proche et des réflexions communes avec notre réassureur, puisque on a la chance en France d'avoir un réassureur majeur qui détient un grand pourcentage du marché français. Que beaucoup nous envient. Et ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est plutôt original. Dans la mesure où aujourd'hui, moi, distributeur de produits sur le terrain, je suis capable de parler avec le réassurance des compagnies qui fournissent les contrats. Je veux dire, ça, c'est un élément fort. Donc, ce point, je souhaite à ce que les agents généraux puissent prendre la parole très régulièrement sur ce sujet pour ne pas laisser les compagnies seules prendre la décision, et encore plus les pouvoirs publics, parce que, bien évidemment, on est loin, on prend des décisions un peu intellectuelles, sauf que dans la pratique, ça ne fonctionne pas. On va en parler des pouvoirs publics ultérieurement. Il y a dans les solutions qui sont évoquées, dans les solutions concrètes, il y en a une sur laquelle je souhaite qu'on insiste, et vous aussi, je le sais tout particulièrement, c'est celle de la refonte du régime CatNat. Nous allons donc étudier le régime CatNat, qui est une réussite en péril. Édouard, on vient de le dire, tout le monde nous envie ce régime CatNat, dans le monde entier, je crois qu'on peut le dire. Cependant, il est un peu en difficulté. Que peut-on faire pour l'améliorer? Alors, il est vrai qu'il est jalousé, qu'il est regardé de plus en plus près. Quand on se souvient d'il y a encore les discussions sur CCR ou le régime CatNat, il y a 5 ans, il y a 10 ans, beaucoup disaient ça ne sert à rien, il n'y a pas de carence de marché. On est presque arrivé aujourd'hui à un extrême inverse en se disant il en faut beaucoup plus et presque trop de socialisation du système. Donc nous, on est à une situation intermédiaire, on est au cœur, on est le pivot d'un partenariat public-privé. On essaie au maximum de faire en sorte que le marché privé reste grâce à l'intervention que nous-mêmes nous pouvons faire. Cet équilibre, il est nécessaire, public. Et il est nécessaire. Et si on va trop loin d'un côté, on perd de l'assurabilité. Si on va trop loin de l'autre, on la perd d'une autre façon. C'est un numéro d'équilibriste permanent, en fait. Et comme toujours. Et d'ailleurs, c'est souvent assez peu compris. Au niveau européen, des pays ont récemment bien compris comment ça fonctionnait. Ils avaient l'image que c'était un système purement public, monopolistique, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, les Portugais, les Italiens et même les Allemands, c'est dans le programme commun du SPD et de la CDU, étudient un système très sérieusement, qui est dans le programme, qui est très très proche du nôtre parce qu'il est ouvert, il est compétitif, il n'est pas monopolistique. Des réassureurs privés peuvent venir autour de nous, à côté, etc. Et ce qui est moins connu aussi, c'est que autant les assureurs ont l'obligation de prélever la fameuse surprime CatNat, autant le partenariat, nouer ce traité, ce contrat avec la CCR, est une faculté, ce n'est pas une obligation. Alors évidemment, dans la très grande majorité des cas, les assureurs le font pour des raisons évidentes de solvabilité, mais c'est un système qui n'est pas monopolistique, qui a été reconnu comme tel d'ailleurs par la Commission européenne et la Cour de justice de Luxembourg. Donc en fait, c'est un package qui marche économiquement, qui a prouvé sa valeur depuis d'ailleurs 40 ans. Il y a une seule fois l'État qui est intervenu en utilisant la garantie. Pendant tout le reste de la période, l'État a gagné de l'argent en étant rémunéré sur cette garantie ou par de dividendes. Et ça a été compris et tous les avantages ont été compris. La date de création remonte... Alors la création de CCR, c'est peu connu, c'est 1946. 46. Ça faisait partie du... 2 ans avant l'IFPAS. Exactement, donc on a gagné peu, je vous remercie de signaler. Et on a gagné de 2 ans, mais ce qui est assez amusant en 1946, c'est la Constitution. Et dans le préambule de la Constitution, il y a des éléments qui montrent qu'il y a 3 choses pour protéger les Français, les citoyens, contre trois périls. Il y a évidemment la santé,
accidents de la vie, de la santé avec la sécurité sociale. Il y a les calamités agricoles, on a commencé à inventer quelque chose, et puis il y avait des calamités naturelles. Et CCR est arrivé sur cette branche, alors elle avait un rôle très différent à l'époque, et ensuite il y a eu des évolutions extrêmement importantes, et la plus importante d'entre elles étant évidemment 1982, la création du régime CatNat, valorisé, approuvé, etc., par les autorités européennes dans les années 2010. Et maintenant qui est extrêmement solide, qui fonctionne et qui donne une base quand même, effectivement, que beaucoup nous envient. Et pourtant, c'est une difficulté que nous rencontrons actuellement et peut-être une nécessité d'évolution. Alors, le système est perfectible, il est très bon, mais il n'est pas parfait. Donc on sait qu'il faut qu'il évolue. Mais comme souvent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les grands principes qui sous-tendent ce régime, il faut le garder. Le principe du partenariat public-privé, le fait d'équilibrer la responsabilité et la solidarité, le fait d'aligner les intérêts de tout le monde, assurés, assureurs, réassureurs publics, réassureurs privés et l'État. Une des grandes différences par rapport à d'autres systèmes qui sont par exemple plus monopolistiques, on peut prendre l'exemple de nos camarades espagnols, la CCS qui fait un peu la même chose, mais qui a un monopole sur les périls dits non assurables, les très gros périls, les tremblements de terre, les inondations, etc. Donc on a à peu près les mêmes périls, mais pas du tout la même méthode. Et en fait, cette méthode, je pense qu'elle marche. Après, qu'est-ce qui marche pas? On sait qu'on a eu une augmentation absolument majeure de la fréquence et de l'intensité des sinistres, donc ça c'est la première chose. Donc ça veut dire que pour l'indemnisation fonctionne, eh bien, il faut financer l'indemnisation. Et comment on finance l'indemnisation? Par la prime, donc ça c'est une évidence. D'où l'augmentation de la surprime que nous avons eue en 2023 et qui se met en œuvre à partir de cette année. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est quand les périls, les risques augmentent, il faut que l'argent public et dans un deuxième temps privé pour l'adaptation et la prévention augmente au moins au même rythme, d'où l'importance du financement du fonds Barnier, la nouvelle ligne budgétaire sur le retrait gonflement des argiles. Et enfin, mais Pascal Chaplon vient de le dire, on a un énorme sujet de ce que j'appelle le courage cartographique, c'est-à-dire qu'il faut à la fin une vraie cartographie nationale. La fameuse carte d'assurabilité dont on parle tant. Avant, non, c'est pas la carte c'est pas celle-ci. En fait, il y a plusieurs cartes. Alors, les cartes, peut-être qu'on va profiter de quelques minutes pour parler de ces cartes. Il y a des cartes qui existent un peu partout. Il y a des cartes d'aléas, des cartes de risque par des courtiers, par des assureurs, par des réassureurs, par nous. Souvent, ce qu'on fait, ce sont des cartes d'aléas. Donc, on voit, il y a des inondations, des tremblements de terre. Souvent, ce qu'on fait, nous, ce sont des cartes de sinistres. On mesure des dommages, c'est-à-dire qu'on croise des aléas avec des biens et des vulnérabilités. On dit à la fin combien ça va coûter ou combien ça a coûté. Là, les deux cartes dont on parle, la carte d'assurabilité, c'est l'observatoire de l'assurabilité qu'on nous a demandé. On croise des aléas avec la présence ou la concentration des assureurs. Donc on croise en quelque sorte deux sous-cartes, et quand on croise, on regarde si, comme par hasard, il y a moins d'assurance ou il y a de la tension d'assurabilité à des endroits où il y a des périls naturels. Donc ça, c'est ce qu'on nous a demandé, que nous devrions publier avant la fin de l'année, on va dire autour d'octobre-novembre, pour donner une indication, une première carte qui montre là où il y a des perspectives ou des risques d'inassurabilité. À l'évidence, il n'y a pas beaucoup de zones qui seront en orange ou en rouge, notamment dans la métropole. Ça sera autre chose, clairement, pour les territoires ultramarins. En revanche, la deuxième cartographie dont je parlais, mais qui est prévue dans le plan national d'adaptation au changement climatique, le troisième, c'est cette fameuse cartographie d'État, donc qui est prévue maintenant, a priori pour les risques naturels en 2027. Et là, on est dans une cartographie d'État, c'est-à-dire je dis le risque en tant qu'État, de façon, je dirais, centralisée, équitable pour l'ensemble des citoyens, et je dis aussi quelles sont les mesures à prendre en face de ce risque. Donc je dis le risque, mais je dis aussi ce qu'il faut faire aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales, de façon équitable et suffisamment granulaire. Merci Pascal, vous en pensez quoi? Que du bien. Que du bien. Alors tout d'abord, la hausse du régime CatNat, nous l'avions nous appelé de nos voeux dans les premiers travaux qu'on avait émis en disant c'est impératif et il faut le faire. Alors après, à quelle fréquence, à quel rythme, ça sera encore à débattre, mais il était impératif pour pouvoir pérenniser ce régime que l'augmentation de la surprime soit faite au plus vite. Elle a été faite fin 2023, applicable 1er janvier 2025. Aujourd'hui, on a une collecte. Très franchement, nos clients comprennent facilement cette augmentation de cette surprime. On avait quelques doutes sur la perception que pouvait avoir le grand public. Surtout dans ce contexte. Dans un contexte aujourd'hui économique, ce n'est pas le cas. Je pense que les médias font leur boulot. Il y a beaucoup de messages qui sont passés autour du dérèglement climatique. Je pense que les clients sont complètement imprégnés par ce sujet. Alors c'est sûr que celui qui habite au 15e étage dans une tour, lui expliquer le risque inondation, c'est un peu compliqué. Mais
derrière, il y a le côté mutualisation. Et si cette mutualisation ne fonctionne pas, aujourd'hui, on n'arrivera pas à pérenniser notre offre assurantielle. Donc là, c'est un vrai sujet. La partie cartographique, c'est indispensable. Moi, je me suis prononcé sur ce sujet il y a très longtemps, il y a au moins 3 ans, en disant que c'était une nécessité. Et je suis ravi que CCR ait pu prendre ce chantier en main parce que pour pouvoir assurer, il faut connaître. Ça, je pense que c'est un grand principe de base. Mieux je connaîtrai le risque, mieux je serai à même d'apporter une solution d'assurance. Ça et la mutualisation, on est quand même sur les fondamentaux de l'assurance. En ce qui concerne la partie cartographique, pour moi, elle est indispensable. Il faudra aller peut-être un peu plus loin parce que on risque d'avoir peut-être un peu de réticence des compagnies d'assurance parce qu'elles considèrent très souvent que leur outil cartographique est le meilleur, peut-être, ou peut-être pas. Et là, il faudra qu'on arrive à les convaincre d'utiliser l'outil qui sera l'outil cartographique d'État, qui sera un outil transversal qui, au minimum, apportera des solutions, des réponses et des réflexions sur le territoire français dans sa totalité. Effectivement, je suis aussi beaucoup plus réservé sur les territoires d'outre-mer. Nous avons 150 agents généraux qui exercent sur les territoires ultramarins, qui sont exposés à d'autres sujets, d'autres problématiques, voire le maintien de la présence d'un assureur sur ces territoires. Ça, c'est très compliqué. On y travaille en ce moment fortement avec les pouvoirs publics, entre autres. Alors justement, parce que tout ne peut pas être sur le secteur privé, d'ailleurs on l'a vu, la construction de CCR est bien secteur privé, secteur public. Je crois qu'il faut également que l'on parle de notre gouvernement, des gouvernements successifs. Le climat, c'est l'heure des choix politiques. Pascal, il me semble que vous rendez visite de temps en temps à des membres du gouvernement, vous faites un lobbying, si je puis m'exprimer ainsi. Qu'en est-il exactement? Comment les choses avancent-elles? Alors, on a effectivement instauré un cycle de rencontres très régulier avec les pouvoirs publics. Alors, quand on parle des pouvoirs publics, ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, on travaille bien sûr avec les ministres concernés, et notamment le ministère de la Transition écologique. On travaille avec le ministère des territoires d'outre-mer. Ce qui me navre un peu aujourd'hui, en termes de fonctionnement de nos institutions parlementaires, c'est que nous avions un très intéressant projet de loi qui avait été présenté par la sénatrice Christine Lavarde, qui avait d'ailleurs été voté au Sénat, voilà, qui est arrivé devant l'Assemblée, et puis après, badaboum, le chamboule-tout a commencé, et aujourd'hui, ce support parlementaire, ou ce support législatif ou réglementaire, eh ben, il est aux oubliettes. Les choses sont un peu figées, c'est un peu le sentiment que ça donne. Les choses sont figées, alors que c'est vraiment dommage, parce que, vous savez, on est dans un pays où on a très tendance à réagir en après-coup. Et là, il suffit qu'on ait un été catastrophique, et d'un seul coup, les députés vont crier au loup en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous avez tout dans les tiroirs. Aujourd'hui, ce texte, alors, semble-t-il, est repris par le député Vermorel. J'espère qu'on pourra voir réapparaître ce texte, mais il avait au moins le mérite de parler des sujets d'assurabilité, des sujets d'expertise, des sujets de relogement des clients, des sujets... C'est apolitique, ces sujets-là, en fait. Complètement. Aujourd'hui, que ce soit un électeur LFI, LR ou Renaissance, il sera inondé de la même façon. Je ne vois pas pourquoi on fait de la doctrine autour d'un texte aussi important pour le maintien de la protection des biens et des personnes. Très sincèrement, on devrait avoir un plan pluriannuel sur le climat, mais un vrai plan pluriannuel sur le climat, en disant, voilà, cette année, on se concentre sur... avec une ligne budgétaire dans le budget de l'État. Je ne comprends pas pourquoi on ne dépasse pas ce cadre dogmatique autour de ces sujets du climat. Et là, en l'occurrence... Rejoins votre avis. Peut-être qu'on peut avoir un peu d'espoir. J'ai cru comprendre, Édouard, que vous êtes auditionné en ce moment par l'Assemblée. Donc, les choses bougent-elles un petit peu Oui, alors on a beaucoup d'auditions et beaucoup d'échanges. Beaucoup de travaux. Avec les autorités gouvernementales, avec le Parlement, avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. Alors sur ce sujet, évidemment, des catastrophes naturelles, mais aussi sur les autres risques. On peut parler éventuellement des émeutes ou autres. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je partage plusieurs des choses qui viennent d'être dites par Pascal. En fait, la première chose, c'est que je pense qu'il faut garder espoir. Déjà, il faut regarder ce qui a été fait depuis 2-3 ans. On a parlé de l'augmentation de la surprime, on a parlé du rapport Thierry Langreney,
et des mesures qui ont été prises suite à ce rapport, hein. La création de l'Observatoire de l'assurabilité a été aussi le résultat de ça, mais c'est vrai que le reste, pour l'instant, doit suivre. Alors, c'est difficile de trouver des véhicules. Ceci étant dit, il y en a quand même quelques-uns qui avancent. Nous, dans le cadre de la PPL initialement Lavarde, il est vrai que nous, on a tendance à aimer beaucoup le premier article, qui était une méthode consistant à réévaluer régulièrement, même si nous, on pense que c'est plutôt tous les 3, 4, 5 ans, plutôt qu'annuellement, pour des raisons, on va dire, opérationnelles, mais on aimait bien ce premier article, consistant à ne pas réviser la surprime tous les 25 ans, ce qui a été quand même le cas la dernière fois, mais à le faire régulièrement, parce que quand on fait régulièrement, ça permet de calculer en fonction. Alors, automatique ou pas automatique. Après, il y a une question de, je dirais, de poids réglementaire, mais il y a aussi et surtout de le faire une fois qu'on a des nouvelles, une fois qu'on a recalibré nos modèles et qu'on voit c'est un peu plus, un peu moins, et puis surtout par rapport au climat, par rapport à l'effet du climat, et puis surtout, une augmentation tous les 3-5 ans, c'est pas la même chose qu'une augmentation tous les 25 ans. Donc, ça permet de faire des quantums quand même qui sont beaucoup plus petits. Donc, il y a quand même des choses. C'est vrai qu'on peut être frustré sur d'autres aspects qui avancent un peu moins vite. Je dirais le vecteur d'optimisme là-dedans, c'est quand même le FNAC 3 que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une loi. Et une des critiques, ou d'ailleurs une des réactions principales à ce FNAC, c'est où est l'argent? Comment on va faire quand on regarde ces différentes mesures? Mais quand on voit comment c'est écrit sur des mécanismes d'assurance qui existent ou qu'il faut faire, quand on voit ce qui est écrit sur la cartographie, si ça se traduit dans un ou des textes législatifs pour ensuite améliorer la prévention, le financement, etc., il y a quand même eu des victoires partielles avec l'augmentation, certes insuffisante, mais l'augmentation du financement du fonds Barnier qui est passé de 200 à 300 millions, même s'il aurait dû être à 450 millions. Pour la première fois de l'histoire, une ligne budgétaire dédiée pour le retrait et gonflement des argiles, n'a pas moins de 30 millions. Alors après, il y a son utilisation, c'est comment ça marche, mais le fait que ça existe, c'est quand même une grande première dans un contexte budgétaire extrêmement Ce récent. sont les quantums qui Voilà. sont à revoir. Voilà. Alors après, il faut stabiliser, c'est vrai. Des problèmes de véhicules, il y en a, c'est parfaitement normal. Mais autour du PNAC 3, je pense qu'on peut trouver quand même des solutions pour amener les améliorations supplémentaires. Et surtout aussi dans le contexte actuel, il faut faire attention, quand on pousse des sujets, qu'on pousse des véhicules, souvent il y a des choses qui montent dans le véhicule en cours de route, c'est assez classique. Et par exemple, y compris la PPL Lavarde, quand elle est sortie du Sénat, il y a des choses excellentes, des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Mais si vous prenez l'exemple des sargasses qui ont été mises là, au dernier moment dans ce véhicule, par exemple, pour nous, on considère que c'est une erreur puisque ce n'est pas du dommage et que ça serait probablement un facteur de dérive du régime. Donc, il faut faire aussi attention à garder les principes fondamentaux et équilibrer la prise de risque qu'on a entre on veut des choses en plus, et c'est bien normal, mais aussi vérifier que ça n'embarque pas des choses qui dénatureraient le régime et ses grands principes. Alors, il y a une autre thématique qui vient à l'esprit, qui a été abordée dans le fameux livre blanc d'AGEA, c'est la thématique autour de la prévention. Et je vous propose d'aborder le sous-thème « Prévenir et innover plutôt qu'indemniser ». Alors, Édouard, justement, on a plus ou moins abordé le sujet. Que proposez-vous dans cette thématique-là? Vous abordez le fonds Barnier, mais il y a plein d'autres sujets. Que pouvez-vous nous dire? Alors, sur la prévention, déjà, première chose, l'indemnisation et la prévention dans les grands risques, dans tous les grands risques, mais en particulier sur les catastrophes naturelles, c'est indissolublement lié. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si nous perdions les financements de la prévention et de l'adaptation, le fonds Barnier, les PPRI, les plans de prévention, ça toucherait immédiatement l'indemnisation. Et les périls augmentant en fréquence et surtout en intensité, ça veut dire que toute la partie qui serait en dessous de notre intervention, les assureurs ne pourraient plus la gérer. Donc en fait, il faut au moins cette proportionnalité entre l'augmentation des dommages futurs, prévisionnels, et l'argent global qu'on met dans la prévention. Mais il y a d'autres sujets, c'est notamment qu'en France, on a été très bon, qu'on est très bon toujours dans la prévention collective, notamment face aux inondations. On a des résultats excellents du fonds Barnier, des plans de prévention, et on aurait eu beaucoup plus d'inondations, on aurait eu beaucoup plus de Français dans des situations difficiles qu'on a vues tout à l'heure, et on aurait dépensé beaucoup plus d'argent à un niveau global, y compris au niveau de CICR, s'il n'y avait pas eu tout cet investissement. Ceci dit, on est très bon sur la prévention collective. Prévention individuelle, lorsqu'il faut accéder à un particulier, par exemple pour sa maison en métropole, ou sa maison face au cyclone. Alors en France, c'est plutôt, je dirais métropolitaine, c'est plutôt face au retrait et gonflement des argiles. Mais c'est aussi face au cyclone dans les territoires ultramarins. Et là, la difficulté, c'est qu'il faut accéder au particulier pour que lui-même puisse utiliser des outils de prévention. Donc la prévention individuelle est un sujet, d'où la bonne nouvelle de cette ligne budgétaire pour la première fois additionnelle, mais qu'il faut arriver à mettre en œuvre pour arriver à toucher les Français et avec les bonnes incitations,
faire en sorte qu'eux-mêmes utilisent les outils. On a toujours les bonnes lignes, les bonnes idées, mais il y a toujours un problème de financement derrière, en fait, à chaque fois. Ben là, le sujet n'est pas tant le financement, puisqu'il a été, à date, il a été dégagé. Le problème, c'est que faire de la prévention collective, vous faites des digues, vous faites des grands ouvrages hydrauliques, vous faites de la réorganisation au niveau intercommunal. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous n'avez pas de contact. C'est comme la distribution. Quand vous distribuez de l'assurance à des grandes entreprises, vous allez voir directement la grande entreprise. Quand vous distribuez des contrats d'assurance à des particuliers, ce n'est pas du tout la même chose. La prévention individuelle, ça veut dire toucher des millions de gens. Donc ça veut dire qu'il faut une plateforme opérationnelle, ça veut dire qu'il faut faire suffisamment de publicité. Donc c'est un sujet opérationnel et financier complexe. Donc c'est plutôt dans la méthode pour atteindre l'objectif. C'est d'autant plus, Édouard, que nous avons un schéma qui va s'afficher juste à côté de nous sur la rentabilité des mesures préventives qui illustre parfaitement vos propos. Vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Alors avec plaisir. En fait, c'est un petit tableau extrêmement simple où on mesure la rentabilité et l'efficacité d'un euro investi dans la prévention. C'est combien d'euros on a évité de dommages et de dégâts. Donc typiquement, on met 1 euro. Alors, donc le calcul est un peu compliqué, mais je le résume. Non seulement on prend en compte l'argent du fonds Barnier, parce que c'est le fonds de prévention des risques naturels majeurs, on ajoute l'effet de levier qu'on a sur les financements locaux, parce qu'en fait, ça entraîne les budgets des collectivités locales. On fait une moyenne, alors c'est à peu près ça, c'est un peu plus, et en gros, 1 euro dépensé, 3 euros économisés, et on ne parle que de dommages, donc je ne parle pas non plus des pertes d'exploitation, de tous les autres avantages. Et ensuite, à l'intérieur, on regarde quelles sont les mesures les plus efficaces. Par exemple, quand vous délocalisez, que vous expropriez ou que vous faites une acquisition à l'amiable, évidemment que la rentabilité est moins bonne parce que vous payez en gros la valeur de la maison. Donc ça fait un 6 quelque chose. En revanche, quand vous voyez des mesures qui sont à 3,8 voire 11, c'est tout simplement parce que ce sont les mesures les plus efficaces. Donc évidemment les ouvrages hydrauliques, les digues, les zones de débordement, mais le plus efficace, le fameux 11 que vous avez déjà dû voir dans des médias, c'est ce qu'on appelle la régulation de l'urbanisme local, les PPR, c'est-à-dire en gros l'aménagement au niveau communal et intercommunal. Et quand on fait une bonne adaptation à ce niveau-là, on économise énormément d'argent. Ce qui veut dire que autant il y a des débats sur l'argent public et sa dépense aujourd'hui, autant sur ça, on est sûr que cet investissement est bon. Et en concurrence avec d'autres dépenses, avec 1 euro dépensé ailleurs, on sait qu'on est très bon. Ça, c'est un slogan magnifique. 1 euro investi égale 3 à 11 euros économisés. Voilà. Ça parle à tout le monde, c'est simple. Alors, vous avez un deuxième slide sur le montant des dommages assurés. Si vous pouvez nous le commenter également, s'il vous plaît. Alors, 20 s'afficher. Alors ensuite, ça, il faut l'expliquer un peu par rapport aux chiffres généraux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces chiffres-là, ce sont sur les chiffres CatNat. Donc, en quelque sorte, les catastrophes naturelles réglementaires dans le périmètre CCR. Les inondations, les tremblements de terre, le retrait-gonflement des argiles, les cyclones, les vents cycloniques. Donc, les principaux qui sont considérés comme vraiment des catastrophes très particulières. Évidemment, il y en a d'autres qui ne sont pas dedans. Et les fameuses TGN, tempête, grêle, neige, ne sont pas là-dedans. Et ce qu'on voit là, c'est que, alors c'est assez simple, en fait, l'effet de l'aléa est en bleu, l'effet de réforme additionnelle qui améliore l'indemnisation des particuliers et des entreprises est en violet, et puis vous avez également l'augmentation par les enjeux assurés. C'est-à-dire on construit de plus en plus, et en plus on construit à des endroits en général très exposés. Mais ce qu'on voit en gros, c'est qu'il y a encore quelques années, en 2000, le bilan pour l'ensemble du régime, on en avait pour un peu moins d'1,8 milliard par an. Donc ça, c'est pour l'ensemble du régime. Aujourd'hui, à climat actuel 2020, on dépasse légèrement 2 milliards. Et là-dedans, en fait, pourquoi on n'est pas plus haut? Parce que vous voyez, ça n'a pas tellement augmenté. Ça a plutôt augmenté du fait des réformes, donc Baudu, 3DS. Pourquoi? Parce que l'inondation n'a pas augmenté entre les deux. C'est-à-dire que la part d'inondation n'a pas augmenté du fait du succès de ce que j'évoquais juste avant. Ça n'est pas vrai pour la sécheresse. Par contre, à l'avenir, petit problème, c'est que ça va augmenter au moins jusqu'à 3 milliards et peut-être plus proche de 4 milliards d'euros en fonction du scénario de réchauffement que nous aurons. Et en outre, milliards, c'est en 2050. Voilà, alors on est à 2050, c'est-à-dire qu'on a en quelque sorte interpolé avant les prévisions. On a pris les prévisions climatiques du GIEC, qui elles sont à 2100. On a pris la trajectoire en cours, on a coupé à 2050. Le scénario probable est celui-là, donc un peu au-dessus de 3 milliards, mais on voit bien que ça fait plus 50%. Dans un scénario beaucoup plus dramatique, a priori pas accessible en 2050, le RCP 8.5, l'augmentation serait beaucoup plus importante, pas tant les inondations en réalité, que le retrait-gonflement des argiles qui là deviendrait totalement exponentiel. Donc c'est pour donner un ordre de grandeur. Là-dedans, il n'y a que les périls CCR, entre guillemets, il n'y a pas la tempête, il n'y a pas la grêle,
Donc, il faut encore rajouter ce qui multiplie largement par 2 ou par 3 pour aller Les aux chiffres 10 qu'on milliards évoque, d'euros du voilà, coup. pour que nos téléspectateurs comprennent, on évoque 4 ici, et on remonte 4 ici et 10 sur le rapport, donc des chiffres qui se complètent. Justement, Pascal, y a-t-il d'autres pistes? Alors, il y a bien sûr d'autres pistes, mais encore une fois, je pense que ce qui sera très important, c'est qu'on arrive à partager cette culture du risque avec nos clients. Aujourd'hui, on n'est pas dans un pays où la culture du risque est bien ancrée. Donc, il y a nécessité aujourd'hui de travailler sur cette notion de risque et de culture du risque. La prévention, il y a 2 sujets. Il y a le bâti existant, il y a le bâti à construire. Bâti à construire, on peut être un peu plus dur, on peut être un petit peu plus rapidement opérationnel. Il suffit de travailler un peu la loi Elan, il suffit de dire que à la construction d'une maison, on va être amené à faire une étude de sol un tout petit peu plus poussée que celle qu'on fait aujourd'hui pour dimensionner les fondations et éventuellement se retrouver protégé de ces fameux retraits gonflements d'argile. Sur le bâti existant, c'est un petit peu plus compliqué. Le bâti existant, ça veut dire que le client, il faut lui expliquer qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre pour pouvoir mettre en protection ses fondations. Alors ça peut être la végétation qu'il faut couper, ça peut être une zone d'assèchement qu'on va mettre autour d'une maison pour avoir une zone tampon qui fait qu'on va maîtriser l'hygrométrie dans cette partie-là. Mais surtout, quand on voit les chiffres que présente Édouard, est-ce que quelqu'un a spontanément 20 ou 30 000 € à mettre en termes de prévention sur son habitation principale? Je ne suis pas sûr. Même si on est très convaincant, même si on lui explique beaucoup de choses, même si on lui explique le bien fondé de la mesure, derrière, il faudra passer au paiement. Et c'est pour ça que nous avons interpellé le gouvernement sur le fait d'un accompagnement de cette protection à mettre en place au niveau du bâti existant. Alors ça peut être... alors encore une fois, on est dans une période tellement compliquée que c'est difficile d'être audible. Mais toute la difficulté. on peut être dans un crédit d'impôt, on peut être dans une gestion du dispositif par le biais de MaPrimeRénov', on peut travailler avec l'ANA, on peut travailler avec toutes les structures qui pourraient être accompagnantes. Aujourd'hui, on accompagne pour le financement des panneaux photovoltaïques. Peut-être qu'il y a peut-être des choses à faire au niveau de l'assèchement des fondations. Donc, oui, la prévention individuelle, on la fera, mais on ne la fera pas sans un accompagnement financier de nos clients. Et puis l'autre partie, c'est quand on a eu le sinistre, parce qu'on n'a pas réussi à protéger la maison, il y a un sinistre, et ce sinistre-là, il faut le réparer. Ben pour le réparer aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on sorte aussi des sentiers battus. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les experts. Toutes les réparations qui sont faites systématiquement aujourd'hui à l'aide de micropieux, je ne suis pas sûr que ce soit forcément toujours le bon plan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter de se remettre en cause sur les modes de réparation. Alors, il y a des travaux qui sont conduits aujourd'hui. France Assureur fait un certain nombre d'expérimentations sur des modèles de réparation. Il faut avoir, à mon avis, en tête 2 idées. La première, c'est d'essayer d'aller au maximum sur l'utilisation de matériaux un peu innovants. Ça peut être du matériau de réemploi, c'est compliqué. Ça peut être des matériaux biosourcés pour la partie isolation. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on va avoir un bilan de la réparation qui sera très faible en bilan carbone. Contrairement, que vous imaginez bien, quand on va mettre 150 ou 200 micropieuses dans une maison, le bilan carbone de l'opération, il est quand même globalement assez élevé. Donc, on peut avoir d'autres méthodes qui vont faire que... Mais encore une fois, si on n'a pas un accompagnement de nos clients sur la mise en place de la prévention, rien ne se fera. Alors justement, vous parlez d'accompagnement, Pascal. Il y a celui-ci, mais il y en a un autre qui vient à l'esprit tout de suite, c'est l'accompagnement et la formation des agents généraux. Parce que quand on vous entend, je trouve que le rôle des agents généraux ne cesse d'évoluer, notamment en conseil, en prévention. Tout à fait. C'est indispensable. C'est un sujet qui nous tient à cœur ici. Bien sûr. Le conseil et la prévention, c'est le cœur même de notre métier. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur des risques d'entreprise. La prévention, j'en fais tous les jours. Mais cette prévention, elle est intégrée aujourd'hui dans la souscription. Aujourd'hui, vous avez un client qui fait une expertise préalable, on lui fait un rabais sur son taux incendie, il va mettre en place une thermographie dans ses installations électriques, on va lui faire un rabais sur la prime de dosage électrique. Enfin, l'architecture du contrat entreprise est prévue avec cette prévention. Reste à travailler sur la partie du contrat liée aux particuliers. Et puis les agents généraux, au milieu de tout ça, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils acceptent d'être beaucoup plus professionnels sur ces thématiques. Alors, AGA a créé une structure qui s'appelle Campus Climat, qui propose des formations très spécifiques, très spécialisées sur ces sujets autour du climat, du dérèglement climatique, du fonctionnement du fonds CatNat, des matériaux innovants, des matériaux biosourcés. Indispensable. Aujourd'hui, je pense que... il y a une technicité qui n'est pas si évidente que ça. Non, c'est une technicité qui n'est pas si évidente que ça.
Et je pense que demain, un risque non préventé sera compliqué à assurer. Il faut bien qu'on l'ait en tête. La prévention, elle sera un élément impératif pour pouvoir maintenir cette offre d'assurabilité. Alors bien sûr, il y a l'accompagnement financier du client, mais il faut aussi que l'agent général soit capable d'accompagner le client dans les conseils qu'il va être amené à lui donner. Et puis, on peut travailler avec des experts. Les experts, on n'est peut-être pas obligé de les faire venir uniquement au moment du sinistre. On peut peut-être les faire venir en amont du sinistre. Et à partir de là, on va identifier une ordonnance, comme chez le médecin, pour essayer de soigner le mal. Mais encore une fois, il faut que l'agent général soit formé. Donc, on a lancé cette opération avec Campus Climat. Alors, ça marche excessivement bien. On a même un peu trop d'inscriptions en ce moment, pour tout vous dire. Peut-être que nos téléspectateurs le savent pas, mais sauf erreur de ma part, il y a 12 000 agents généraux en France. 12 500 agents généraux et de l'implantation et 29 000 salariés. Dont 150 dans les territoires ultramarins, ce que vous disiez tout à l'heure. Absolument, absolument. Et nos amis des territoires d'outre-mer, on est en train d'organiser une structure au sein de la fédération pour pouvoir les accompagner également sur leurs problématiques proches et propres. Ils sont confrontés à des risques que moi je ne suis pas confronté en Bourgogne. Le risque climatique lié aux cyclones et aux tornades, effectivement, ils y sont complètement liés. Et ils ont également une spécificité, c'est-à-dire quel type de construction fera-t-on en Outre-mer, quels sont les matériaux, quelles sont les architectures nécessaires des maisons. Donc, on a aussi besoin d'apporter cette connaissance et cette professionnalisation auprès de nos confrères des territoires d'outre-mer, ce qu'on va essayer de faire très prochainement. En résumé, j'aime bien votre expression, l'agent général va devenir le médecin du climat en quelque sorte et on attend les ordonnances. Alors on essaye d'être des ambassadeurs du climat, ce qui n'est pas facile. Alors médecin, c'est encore plus compliqué parce que la médecine n'est pas une science exacte. Donc on a aujourd'hui cette obligation de toute façon de se professionnaliser sur ce sujet. C'est clair que sur cet aspect-là, c'est indispensable. Alors, en plus, je parle à quelqu'un dont le métier est l'enseignement, donc c'est d'autant plus facile. Et je sais que vous êtes persuadé de cette professionnalisation. Je suis convaincu. Et ce niveau de professionnalisation nécessaire, mais au niveau de nos collaborateurs aussi, parce que expliquer à un client l'augmentation de la prime CatNat, la surprime CatNat, ça nécessite de la technicité, ça nécessite de l'exemple, ça nécessite de l'expérience. Et ça, aujourd'hui, c'est notre job, aujourd'hui, fédération, à travers ce dispositif de Campus Climat. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Édouard. J'espère que cette émission vous a convaincu. Elle a un ton optimiste qui me rassure en ce qui me concerne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Au revoir.